Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir au rapport du Bureau Enquête-Analyse américain, le NTSB, sur l'accident qui a coûté la vie au pilote de F-14 le plus connu et le plus expérimenté, à savoir Dale Snodgrass Callsign Snort. C'est un pilote qui avait énormément d'expérience, qui faisait énormément de meetings aériens également, et il est décédé suite à un souci, un oubli dans sa checklist qui est une lesson learned d'un accident de 1935, et nous allons voir tout ça juste après le jingle. Alors, Snort vient d'une famille aéronautique et aéronavale. Son père était pilote dans les Marines, il a fait du F4U, le fameux Corsair, pendant la guerre du Pacifique, avant d'aller faire pilote d'essai chez Grumman, qui derrière a fabriqué le F-14. Il était nageur universitaire, très compétitif, et il a commencé l'aviation en 1974, après son bachelor, après son bac+3, ce qui a permis de rentrer dans l'armée. Il a été le premier élève envoyé après son macaronnage sur F-14, ce qui explique également le fait qu'il ait pu rester très longtemps sur F-14. Il a été biberonné au F-14, si on peut dire. Et en 1978, il allait à Top Gun, et derrière, il est devenu instructeur Top Gun. Il a fait 10 ans en tant que démonstrateur officiel du F-14. Il a quand même fait pendant 14 années des meetings avec le F-14. En 1985, il a été désigné Fighter Pilot of the Year. Et il a également joué un petit peu dans Top Gun. Il pilote certains des avions qu'on peut voir dans Top Gun 1. Alors il a tout de même 4800 heures sur F-14, 1200 à pontage, c'est juste énorme, hein, 2 jours, 2 nuits. Et peut-être la photo la plus connue, eh bien c'est celle en 1988, lors d'une journée des familles, là où les familles viennent et il y a une petite sortie en mer avec petite démonstration aérienne. Sur l'USS America, où il fait ce qu'on appelle une passe banana, une passe banane en forme de banane pour bien se rapprocher, bien montrer l'avion, et vous avez cette photo absolument légendaire. Alors il a connu le combat lors de Desert Storm, hein, première guerre du Golfe. Ensuite derrière il s'est retrouvé chef de tous les F-14 pour toute une partie de la flotte, et il a quitté l'armée après 26 années de service en 1999. Il a travaillé pour Draken International, les sociétés militaires privées. Il a fait plus de 850 meetings aériens à voler sur F-86, P-51, F-4U comme son père, du T-6, MiG-17, MiG-21, A-4, F-5 et également du MS Paris, comme celui qu'on peut avoir chez Armor Aéropassion à Morlaix. Suite à son décès, le musée de l'aéronautique navale de Pensacola, qui est situé sur la Naval Air Station de Pensacola, qui est un magnifique musée sur l'aéronautique navale, a décidé de renommer sa salle d'alerte en son honneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 24 juillet 2021 à 11h52? Déjà, la journée avait commencé un peu plus tôt. Donc, c'est sur le Lewis Nez Pierce County Airport, c'est dans l'Idaho. C'est une base, enfin une petite piste hein, qui a été créée, l'aéroport en 1931. La piste en dur existe depuis 1942. Les premiers avions en réaction y étaient en 69. À l'heure actuelle, vous avez 2 pistes. Une de 1985 mètres, une de 1525 mètres. Il y a quand même 145 avions qui sont basés et une centaine de mouvements par jour. Vous avez notamment des vols directs avec Delta ou United qui vont à Salt Lake City ou qui vont à Denver. Donc vous voyez, c'est un petit peu au milieu de rien, mais c'est un endroit qui a l'air assez sympa. Sa journée avait commencé avec un vol avec sa femme vers Hungry Ridge Ranch Airport, qui est à 57 miles de cet aéroport-là, où ils ont un chalet qui était en fin de fabrication. Donc un chalet, c'est une sorte de maison secondaire un peu à la campagne. Ils avaient fait un aller-retour avec un autre avion, et là il avait laissé sa femme, et l'objectif c'était de prendre son nouvel avion, un avion qu'il a acheté juste depuis à peu près 2 mois, sur lequel il y a une vingtaine d'heures, et de repartir au ranch. Donc cet avion, c'est un SIAE, un Marchetti SM-1019B, ça a quand même 400 chevaux, ça est forcément assez puissant, c'est un petit peu une sorte d'avion qui permettait de faire de l'airborne FAC, donc de guider des avions de chasse. Donc vous êtes en l'air, vous voyez ce qui se passe au sol et vous pouvez guider d'autres avions. Donc c'est un petit avion de collection qui a été fabriqué en 1977, qui est arrivé aux États-Unis en 1997, qui avait à peu près une 520 heures de vol, 530 heures de vol. Au niveau de la météo, eh bien il faisait grand beau,
température à 30 degrés, quelques nuages vers 6000 pieds, mais vraiment de très très bonnes conditions. Donc après avoir laissé sa femme, il est 11h10. Son objectif, ça va être de repartir. Il n'y a pas de contrainte temporelle. Il a un petit vol de 20 minutes à faire. Et il va au final s'écraser à 11h52, donc 42 minutes après avoir laissé sa femme. Sachant qu'à 11h10, son avion était toujours dans le hangar. Et c'est un point qui est ressorti lors de l'enquête. En 42 minutes, sortir l'avion, le préparer, décoller, eh bien, c'était pas du tout dans ses habitudes. C'était beaucoup plus rapide que ce qu'il fait habituellement. Donc si on regarde dans le détail, il sort l'avion, il fait son tour avion, il met en route, il contacte le sol. Là derrière, il demande son autorisation de décollage directement avec le sol, ce qui est une erreur de sa part. Il s'en rend compte, il passe sur la fréquence tour et il décolle. Entre le moment où il contacte le sol et le moment où il décolle et se crash, il y a à peu près 2 minutes, 2 minutes 10, qui est très court. Un point qu'il ne fait pas habituellement, c'est par rapport à l'endroit où il est garé, il ne va pas rouler l'avion jusqu'au début de la piste. On aime bien dire dans l'aviation que toute la piste qui est derrière vous au moment du décollage, elle ne sert à rien. Ce qui est important, c'est la piste devant. Donc on a tendance à ne pas décoller depuis des intersections. Ce jour-là, il s'aligne sur une intersection, il laisse donc volontairement beaucoup de piste derrière pour gagner en temps de roulage. Ça, c'est deux petits signaux faibles. Le premier, c'est cette erreur au niveau de la fréquence. On ne demande pas l'autorisation de décoller généralement sur la fréquence sol. Alors, il y a certaines exceptions sur certains terrains. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez le même contrôleur, donc ça peut se comprendre, mais on voit qu'il voilà, n'est pas à 200%. Et l'autre point, c'est essayer de gratter 3 minutes en ne roulant pas, en remontant pas la piste, ce qui, en cas de panne moteur, eh bien, peut vous poser des gros soucis. Il s'aligne, il décolle, il met la puissance, il se retrouve, comme vous voyez sur les images, 45 degrés néo. L'avion repart vers le bas, forcément, après avoir effectué un apex à 80 pieds de haut, et ça redescend, ça percute le sol, et il ne survit pas à l'impact. Alors, que nous apprend le compte-rendu d'enquête? Le compte-rendu d'enquête nous apprend qu'il faisait beau, que l'avion allait bien, que le pilote allait bien et qu'il n'a pas perdu conscience ou qu'il n'a pas eu de soucis. Il a un petit souci au cœur, mais ça n'a pas eu d'impact. Le rapport nous en apprend en fait surtout qu'il y a ce qu'on appelle un control lock, un blocage commande qui était à poste. Le blocage commande, il a pour vocation à protéger les gouvernes de vol, à empêcher ces gouvernes de bouger à cause du vent quand l'avion est parqué, tout simplement. S'il y a des rafales de vent, ça va faire bouger vos ailerons, bouger vos commandes de surface et ça peut impacter la tringlerie, ça peut fatiguer l'avion. Pour éviter que ça ne bouge, il y a un verrouillage commande qui est situé au niveau du manche, sous le manche, qui est très dur à voir sur ce type d'avion, qui est rouge et qui va verrouiller votre manche, vous empêcher de le bouger, mais qui ne va pas trop vous empêcher à bouger le palonnier. Donc vous pouvez rouler avec ce système de blocage en place et normalement vous êtes censé le retirer lors de la visite pré-vol, donc avant de mettre en route et monter dans l'avion, et vous êtes également obligé normalement avant le décollage de vérifier que vos commandes sont libres et de sens correct. Libre et débattu, on aime bien regarder, s'assurer qu'on a le plein débattement au niveau de nos commandes, on fait haut, bas, gauche, droite, libre et sens correct, pas de point dur, on vérifie que quand on met du manche à gauche, tout bouge dans le bon sens. Ça, c'est la checklist que l'on fait avant décollage, ou qu'on fait au roulage, qui est très 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 important, qui se fait sur avion de chasse, qui se fait sur avion de voltige, qui se fait sur avion de ligne également. Ça se fait sur tout type d'aéronef libre et débattu. C'est déjà arrivé dans l'histoire de ce type d'aéronef qu'un pilote décolle avec le blocage. Le pilote a survécu la dernière fois, il s'en est rendu compte, a réussi à le retirer. Là, il semblerait bien que le pilote n'ait pas réussi à l'identifier, en tout cas à temps pour retirer ce blocage. Néanmoins, il aurait essayé de se battre contre ce piquet, puisque le trim, donc la profondeur, a été retrouvé à fond avec ordre à piquer. Donc quand l'avion est monté, il aurait essayé avec le manche, ça n'a pas marché, il ne pouvait pas bouger le manche. Il a donc appuyé sur le bouton de trim pour essayer de récupérer du contrôle, et après l'avion n'avait plus de vitesse, eh bien l'avion redescend. Donc le gros point, le pourquoi de cet accident, c'est ça, c'est un défaut de checklist lors de la visite pré-vol, non-observation du fait qu'il y a toujours ce contrôle lock. Ensuite, derrière au roulage, non-application de l'item, vérification du sens et commande libre et débattue. Du coup, décollage avec les commandes bloquées. Et vous pouvez avoir 10 heures de vol, 20 heures de vol, 4800 heures de vol sur F-14, 6500 heures totales. Et bien, si les commandes sont bloquées, vous n'allez pas pouvoir piloter et contrôler l'aéronef.
Alors je vous disais tout à l'heure en introduction que c'est une lesson learned qui date de 1935. Pourquoi? Parce qu'en 1935, le modèle 299, qui derrière est devenu le B-17, un avion bombardier américain avec 4 moteurs fabriqué par Boeing et qui avait notamment comme pilote d'essai Leslie Tower, surnom Cowboy, qui est un pilote d'essai très connu, eh bien, il s'est écrasé le 30 octobre 1935 après exactement le même problème. Ils étaient 5 à bord, dont Leslie Tower, qui était observateur ce jour-là, qui n'était pas aux commandes. Aux commandes, vous aviez le Major Hill et le lieutenant Putt, tous deux décédés. Eh bien, ils ont décollé de Wright Field, ils ont mis la puissance, l'avion est monté et il est redescendu quasiment aussi sec. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'était ces fameux contrôle lock qui étaient restés en place. Personne ne s'en était rendu compte. Leslie s'en est rendu compte une fois en vol, il a essayé de les retirer mais il n'a pas pu malheureusement et lui est décédé une dizaine de jours, une quinzaine de jours après l'accident à cause des blessures, à cause des brûlures qu'il a eues. Donc cet accident, le 30 octobre 1935 du B-17, du prototype de B-17 est dû au fait que à l'époque, il n'y avait pas de checklist. Et donc Boeing s'est dit, il ne faut plus jamais que ça arrive, il ne faut plus jamais que nos meilleurs pilotes et tout meurent parce qu'en fait, on a atteint un niveau de complexité dans l'aviation avec ces gros avions, avec ces 4 moteurs, tout ça, qui est tel qu'il faut réinventer un petit peu quelque chose, il faut créer quelque chose et on va créer la checklist. Donc là, ce que vous voyez, c'est la toute première checklist, celle du B-17. Et vous voyez bien, c'est précisé qu'il y a une répartition des rôles. Que vous soyez copilote ou que vous soyez pilote, vous avez des items, des responsabilités différentes. Et à partir de ce jour-là, eh bien dans l'aviation, on s'est mis à dire il faut respecter les checklists. Forcément, les pilotes au début ont dit ah non, c'est un peu tout pourri. Et quand Cowboy est décédé quelques jours, enfin quelques dizaines de jours après, eh bien les gens se sont dit bon, alors si Leslie Tower est décédé, s'il a pu se faire avoir, eh ben, je peux sûrement me faire avoir aussi, et donc il faut que je sois intègre, il faut que je fasse ce qui est juste même lorsque personne ne regarde, j'ai conscience de mes propres limitations en tant qu'être humain, il me faut une checklist. Et c'est pour ça qu'on a ces checklists. Alors sur avion monoplace, quand vous êtes tout seul et tout, souvent les checklists, on va les faire de tête, on va les faire par cœur. En tant que pilote de chasse, ces checklists, la plupart, on ne peut pas les faire. Vous êtes en patrouille serrée l'un à côté de l'autre avant l'atterrissage, il faut les faire par cœur, il faut les faire de tête. Et on s'est rendu compte que si vous revenez de vacances, par exemple, vous faites mal un item ou que vous loupez un peu sur une checklist, vous allez mettre beaucoup de temps à vous en rendre compte. Donc on fait très attention à bien connaître cette checklist par cœur. Au niveau de l'expérience et de l'aviation, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, 70% des accidents sont souvent dus au facteur humain. Mais 100% des accidents évités le sont grâce au facteur humain. Donc l'être humain, en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez quand vous montez dans l'avion, peut soit amener à la catastrophe, soit rattraper un problème et permettre d'augmenter la sécurité. Ça, c'est un point important. Il y a des biais de réputation. Après, également, il y a, de manière générale, beaucoup d'excellents pilotes. Donc là, vous avez l'exemple avec Snort. Vous avez également Renaud Ekal, qui était pilote de chasse sur Mirage F1, qui était champion du monde de voltige, qui est décédé en petit jodel avec sa femme et ses 2 enfants alors qu'il essaie de revenir de Jonzac vers le sud-est. Vous avez beaucoup de pilotes très expérimentés comme ça qui se retrouvent dans l'accident. Et il y a le biais de réputation, il y a les décisions, il y a le fait que vous connaissez votre propre niveau. Et il est indispensable en fait, indispensable dans l'aviation, bien d'avoir conscience au quotidien. Et c'est pour ça que j'insiste au quotidien de se rappeler au quotidien, quel que soit le niveau d'expérience, eh bien que des personnes comme Renaud Ekal, des personnes comme Snort, eh bien, se sont fait avoir et qu'il y a tout simplement plus beau, plus riche, plus intelligent, plus compétent qui s'est fait avoir. Et donc du coup, il faut se raccrocher aux seules armes que l'on a pour faire face à la difficulté et à la complexité de l'aviation, à savoir les procédures, les checklists et la préparation de mission. 90% du succès est dans la préparation. L'après-vol, c'est de la préparation également. Les checklists, vous pouvez voir ça comme de la préparation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment de cet accident et surtout si vous êtes dans l'aviation, si vous faites de l'aviation légère ou autre, les checklists, prendre le temps, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu et s'assurer toujours que vos commandes sont libres et débattues. Maintenant, vous savez pourquoi les checklists existent. 1935, le modèle 299 et Snort, malheureusement, eh bien, nous l'a rappelé il y a maintenant un peu plus d'1 an. À très bientôt sur cette chaîne. On réduit un petit peu la création de contenu là au mois d'août, mais on va se retrouver très vite et d'ici là, fly safe.